Bonsoir à tous. Alors, merci d'être ici avec moi sur Twitch. Alors, il faut savoir que c'est la première fois que je fais un Twitch de toute ma vie, donc j'espère que la qualité sera suffisamment bonne pour vous. Pour parler donc de Artefacts, le projet qui est sur Kickstarter en ce moment et dont je suis l'auteur. Alors, il faut savoir que c'est comme beaucoup l'ont vu, le projet est tout à fait hors norme, parce que ça fait 7 ans que je travaille sur le projet et j'ai voulu essayer d'aller au bout du concept, hein, de construire une machine et faire des affrontements de diverses sortes dans un univers steampunk fin 19e siècle. Euh, Il se trouve que j'ai entendu que certains croyaient que j'aurais dû aller voir un éditeur. Alors en fait, je suis allé voir des éditeurs, hein, et j'ai eu plusieurs réponses favorables, mais les réponses favorables en fait pour moi n'étaient pas satisfaisantes pour plusieurs raisons et pas forcément les mécaniques, parce qu'en général les mécaniques ça marchait très bien, ils étaient très très contents de ce que ça donnait, mais plutôt par exemple ils voulaient, moi j'avais déjà commencé à faire les illustrations avec euh, les illustrateurs qui sont sur le projet, et ils voulaient changer toutes les illustrations ou bien changer le thème complètement, du style faire un jeu type MechWarrior ou quelque chose comme ça. Et comment dire, moi je suis dans la vie, je suis musicien et compositeur, hein, j'écris des pièces de musique, et j'essaie de mettre la même intention pour Artefacts que si j'essayais de faire écrire une symphonie ou un quatuor à cordes, enfin, m'y appliquer le corps et âme plus artistiquement possible. Peut-être on aurait dû voir plus enfin, voilà, le projet est complètement fou et je voulais le proposer tel quel auprès de vous tous. Donc pour parler un peu du jeu, je vais vous montrer un petit peu des choses à partir du prototype. Donc vous voyez là, j'ai la boîte qui est derrière moi et j'ai installé une autre webcam pour parler du jeu. Je vais passer sur cet écran là. Donc désolé, la seconde webcam n'est pas la plus jolie qui soit, mais on fait un peu avec ce qu'on a pour expliquer le jeu. Donc pour expliquer Artefacts, donc le mieux est encore de parler de... Ici on a l'arène, donc dans laquelle les artefacts vont s'affronter. Et ici vous avez la représentation d'un artefact. Alors normalement vous aurez mieux qu'un petit token en carton, c'est la version du prototype évidemment. Et ici vous avez ce qu'on appelle le tableau de bord. Le tableau de bord qui est à la fois l'endroit où on va installer les différentes pièces qui vont définir les possibilités et les paramètres de la machine, et en même temps, depuis ce tableau de bord, on va diriger la machine pour qu'elle effectue telle ou telle action dans le jeu. Donc si ceci est l'artefact, ici, c'est aussi l'artefact, mais comme si le capot était ouvert et qu'on voyait directement l'accès au moteur. La face avant de l'artefact, donc on voit l'artefact ici à peu près. Vous voyez une petite flèche au centre qui permet de savoir dans quel sens est la machine. Et donc la face avant, l'endroit de la flèche avant, c'est la face avant ici, et puis l'autre face avant partout pour s'orienter avec la machine. Ici donc on a l'architectonique, c'est là où on va installer les différentes choses, les différentes pièces de l'artefact, surtout les blindages, enfin la défense et l'attaque. J'expliquerai un peu plus en détail après. Ici c'est ce qu'on appelle la cinématique, c'est la partie où on installe des pièces qui vont aider au mouvement de la machine, parce qu'on paramètre vraiment tout dans l'artefact, hein, que ce soit l'attaque, la défense, le mouvement. Ici c'est la balistique, alors j'en reviendrai un petit peu plus tard après, c'est un module avancé.
Ici, c'est la jauge de fluide matriciel, ou plus facilement dit, ce sont les points de vie de la machine. Donc au début, là, dans ce que je vais me présenter, ce qui est le segment 3, tout le monde commence avec 50 points de vie. Et enfin, vous avez le tableau de commande, où on a 3 petits boutons qui permettent de faire d'autres actions, et on va aussi avoir la jauge de régulation pour savoir le nombre d'actions qu'on peut faire dans son tour, et le boîtier de résistance élémentaire. Je viendrai ensuite. Donc si je devais construire un artefact, la première chose que je ferais, ce serait de lui mettre un cœur ici. Donc le cœur va donner un affect par rapport aux différents éléments. C'est-à-dire qu'on va avoir comme les systèmes de Shifumi ou de pierre papier ciseaux ou les Pokémon ou Terra Mystica. En fait, plus on va être l'eau va éteindre le feu, mais la foudre va électriser l'eau. Enfin, on va avoir des dégâts différents, des dégâts élémentaires différents suivant l'attaque qu'on fait par rapport au cœur de l'adversaire. Depuis le cœur, on installe des canons. Alors, par exemple, je mettrai un canon ici avant. Et par exemple, un canon ici sur l'avant droit. Donc ça veut dire que maintenant, ma machine qui est ici, elle pourrait attaquer tout droit et aussi dans la diagonale. Dans la diagonale avant droite. Mais on a bien 8 directions et 8 faces pour orienter sa machine, pour faire les différentes attaques. Au bout d'un canon, on va venir mettre également des géodes élémentaires. Donc ça veut dire qu'ici j'ai un canon d'eau, canon hydraulique. Et donc comme j'ai dit, en fait, suivant le type d'attaque élémentaire ici par rapport au cœur de l'adversaire, alors ça va faire plus ou moins de dégâts. Mais on a aussi évidemment d'autres types de... Par exemple, là j'ai un canon avec une lance de feu à son embout. Je pourrais avoir aussi mettre un canon arrière par exemple ici, qui pourrait tirer de l'air, donc suivant les attaques. Ça c'est ce qui définit les attaques et dans quelle direction on va attaquer. Ensuite, de la même façon, on a des éléments pour construire la défense. Ce qu'on appelle donc les blindages. Alors il y a plusieurs types de blindage. Le blindage léger. On va mettre un ici par exemple. Les blindages renforcés, ce qui permet de plus encaisser les dommages. Les blindages miroitants, qui eux permettent de renvoyer une partie des dégâts à l'adversaire. Et la version la meilleure, c'est blindage renforcé et miroitant, où on cumule tous les effets de défense possibles. Alors il faut savoir que une défense, en fait, elle est faite par 2 emplacements de blindage. Donc bon, la face avant, elle est faite par ce blindage-ci et ce blindage-ci. Alors que le blindage avant droit, il est fait par ce blindage-ci et ce blindage-ci. D'accord ? À chaque fois, il y a 2 emplacements, et suivant les combinaisons de blindage qu'on a, on déclenche tel ou tel effet, et on a plus ou moins de points de défense. Parce que l'attaque va être une somme de points, et la défense va être une somme de points, et après on va faire la différence entre les deux. La dernière chose qu'on vient installer encore dans l'architectonique, c'est l'énergie. Alors dans Artefact, l'énergie, on trouve ça sous forme de cubes translucides. Et l'énergie peut être placée partout où il y a des géodes. Ici et ici. Et un des mécanismes qui a souvent été apprécié des reviewers avec qui j'ai pu faire des démos préalablement, c'est juste le fait d'utiliser les dés de manière différente, et notamment par exemple ici les dés, pour faire l'énergie, chaque face du dé va alimenter l'architectonique de la machine. Je m'explique. Si on regarde les faces périphériques, donc par exemple si j'ai un 4 points, et donc le 4 points va irriguer le canon arrière. De l'autre côté, alors je sais pas si vous savez, mais les faces opposées d'un dé font toujours 7. Donc si j'ai 4 de ce côté, alors j'ai forcément 3 de l'autre. Donc ça veut dire que
j'alimente 3 points pour le canon avant et j'alimente de 4 points pour le canon arrière. Si maintenant je mettais mon dé dans ce sens-là, alors je mettrais 6 points pour le canon arrière et 1 point pour le canon avant. Donc évidemment, plus on va alimenter d'un côté et plus on va diminuer les points sur le côté inverse. De la même manière, si j'ai d'autres géodes et que je mets d'autres dés d'énergie, en fait les points vont se cumuler. On peut voir jusqu'à 3 phases d'énergie comme ça accumulées. Donc ici j'ai un 4 qui vient. Vous voyez, hein, c'est un 4. Et ici j'ai transformé, donc c'est aussi un 4 qui vient. Donc là, le 4 et le 4 ici, cette géode d'attaque aurait 8 points d'attaque. Donc comme j'ai dit, on peut cumuler jusqu'à 3 dés d'énergie. Et il faut savoir que les géodes, les dés d'énergie peuvent être mis tous orthogonalement ou diagonalement. Si par exemple je mets ce dé-là en diagonale, alors je lui montre un 6 ici, un 4 ici, un 3 ici et un 1 de ce côté-là. D'accord. Et pareil à tous les endroits, il y a des positions diagonales. Par exemple, si je mets celui-ci en diagonale, alors je viens alimenter cette géode-là et cette géode-là. Donc ça permet de faire différentes manières de créer le système d'énergie pour les artefacts. J'ai dit toutes les phases comptent, ça veut dire également les phases qui sont au-dessus et en dessous des dés. Au niveau du cœur, le chiffre qui est dessus, c'est ce qu'on appelle la magnétosphère. La magnétosphère, c'est, si vous voulez, une sorte de champ électromagnétique qui vient vous protéger et ce qui va constituer votre défense. Enfin, en tout cas, une partie des points de votre défense, en plus des blindages. Le chiffre du dessous, ici, donc c'est le chiffre qu'on appelle du moteur, et donc c'est celui qui va donner des points pour le déplacement. Je reviendrai après quand on sera à la cinématique. Mais donc, plus vous allez vous défendre, si vous mettez un 6 de magnétosphère, alors vous avez 1 pour le chiffre de moteur. Donc, plus vous pouvez vous déplacer, plus vous avez de défense, et moins vous pouvez vous déplacer, et inversement. Et au niveau des géodes, les dés qui sont sur les géodes périphériques, le chiffre du dessus, ça va définir la portée. Donc par exemple, comme on est placé ici, le canon avant droit, il a 2 de portée. 1, 2, il pourra taper jusqu'à 2 cases en diagonale par rapport à l'artefact. Alors que le canon avant ici, avec le 4 ici, il pourra faire 1, 2, 3, 4. Il pourra atteindre jusqu'à la case 4 pour tirer sur l'adversaire. Si le chiffre du dessous sert aussi, et ça c'est si on a un canon dit sophistiqué, et dans ce cas-là on rajoute des points de dégâts les chiffres du dessous à son attaque. Donc ça c'est pour expliquer le système d'énergie, et l'attaque et la défense. Ça c'est l'architectonique. Ici maintenant vient la partie de cinématique, donc c'est une sorte de boussole comme ça qui définit les différentes capacités pour se mouvoir. Parce que, comme j'expliquais, dans Artefact, on installe vraiment, on fait vraiment l'artefact, la machine qu'on voudrait avoir. Donc, ce qu'on met, un peu de la même manière qu'on faisait avec les canons et les géodes, ici on va mettre des aiguilles de translation. Donc, par exemple, si je mets une aiguille de translation ici, ça veut dire que maintenant ma machine peut avancer de une case tout droit. Si maintenant, à son embout, je mets un coefficient de célérité, comme ça, donc on a un embout de flèche, hein, si vous voulez. Alors, on peut se déplacer jusqu'à le chiffre du moteur. Donc là, si j'ai 2 ici, ça veut dire que j'ai 5 en dessous. Et donc, mon artefact peut se déplacer jusqu'à 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5, dans la direction avant. Pas sur les côtés, pas en diagonale, etc. Si maintenant je mets 2 coefficients de célérité, comme ceci, hop là. Alors, on multiplie par 2 le chiffre du moteur. Ça veut dire que maintenant, avec 5 x 2, je peux me déplacer jusqu'à 10, sachant que le plateau fait 12 sur 13. Et donc, on traverse facilement le plateau avec, en mettant 6 et avec 2 coefficients de célérité, évidemment. Si maintenant, au lieu de mettre, j'avais une aiguille de translation augmentée, comme ici, là, qui est devenue violette. Je ne sais pas si vous voyez bien. Violette avec des... malheureusement, ça ne
ne détaille pas facilement sur cette caméra. Donc là avec l'aiguille de translation augmentée, alors maintenant je peux passer par-dessus les obstacles. Donc, les obstacles, ça veut dire principalement pour l'instant les murs et les artefacts adverses. Donc, ça me permet maintenant de passer par-dessus les murs de la machine. De même, si je mets des coefficients de célérité à droite et à gauche, ici, là, alors maintenant ma machine sera capable de faire des rotations de 90 degrés. Si j'en mets 2, alors en une action, je pourrais faire jusqu'à 180 degrés. Donc tourner à droite, tourner à gauche. Chacun après est libre de voir la cinématique qu'il veut construire pour sa machine. On peut faire référence aux échecs, hein, le fait de pouvoir se déplacer comme une tour, comme une dame, etc. Mais un peu comme dans les échecs merveilleux, en fait, on définit vraiment sa pièce. Ici, donc, comme j'ai expliqué, c'est les points de vie. Alors, dans le segment 3, ce que j'explique là maintenant, qui est le segment 3 qui fait une dizaine de pages de règles, on a tous un nombre de points de vie de départ qui est de 50 et qui sera différent selon le... et après, on peut moduler ça avec d'autres modules. Et vient ensuite donc les deux dernières choses, donc les résistances élémentaires. Donc ça, si je mets une résistance élémentaire, par exemple, une résistance élémentaire de feu, ça veut dire que maintenant les dégâts élémentaires de feu, j'y suis immunisé. Et enfin, donc le tableau de commande avec la jauge de régulation. Alors j'ai dit on paramètre tout de la machine, également ses capacités d'action. Donc l'énergie dans la machine, donc j'ai dit que ce sont des dés, mais on a aussi des petits mini-cubes de 8 mm translucides. Oui, d'ailleurs, j'ai pas dit, mais donc en fait, vous voyez à mon avis que le tableau de bord ici il fait 20 sur 40 cm, donc ce sont des grands plateaux. Et l'arène elle fait 40 sur 40, et après je montrerai encore l'atelier qui fait aussi 20 sur 40. Donc oui, on n'a pas de figurine dans le jeu, et parce que j'ai vu aussi cette remarque-là, mais figurez-vous que le carton, ça coûte aussi beaucoup, et qu'il y a beaucoup de pièces et beaucoup de grands plateaux pour artefacts. Donc l'énergie ici, plus je vais mettre de cubes dans ma jauge de régulation, plus je vais pouvoir faire d'actions dans mon tour. Donc par exemple, là je peux faire jusqu'à 4 actions. Si maintenant je vais au maximum, je pourrais faire jusqu'à 5 actions. On n'est pas obligé de mettre 5 actions, évidemment c'est mieux, mais après tout dépend de qu'est-ce qu'on a réussi à faire. Au segment 3, en fait, on va installer des pièces en fonction du nombre et chaque pièce va coûter des points. Et on va faire une machine en 70 points, et évidemment, je peux mettre plein de blindages, mais alors est-ce que j'aurai assez pour avoir suffisamment d'énergie? Est-ce que j'aurai assez de points pour encore mettre beaucoup pour me déplacer, pour avoir de l'énergie dans la machine, pour pouvoir faire mes actions? Et donc les actions, ça va être par exemple attaquer, se déplacer. Donc quand on fait une action du type attaquer ou déplacer, on doit aussi consommer une gemme d'énergie, un cube d'énergie pour faire cette action-là. Maintenant, je vais ensuite me déplacer en avant. Donc là, mon artefact pointe dans cette direction-là, donc j'avancerai dans ce sens-là, etc. Et on peut faire des actions, avancer, tourner, etc. en fonction de ce qu'on est capable de faire avec ce qu'on a pu mettre dans la machine. Maintenant, il y a encore 3 petites actions qui sont ici, qui sont des boutons qu'on utilise, mais qui ne coûtent pas d'énergie supplémentaire, et qui permettent de faire d'autres choses. Par exemple, ici, moduler l'énergie. Ça permet de changer les dés, les déplacer. Par exemple, d'un seul coup, on voudrait alimenter... L'adversaire s'est mis sur un autre flanc, et on voudrait alimenter au mieux l'attaque sur la droite. Alors je vais moduler toute mon énergie pour pointer cette direction. Mais du coup, si je fais ça, alors je perds l'énergie dans l'autre sens. Si on veut ne pas trop moduler, alors il faut avoir plus de dés dans la machine. Toujours pareil, hein, c'est une question d'équilibre entre ce qu'on veut et ce qu'on peut. Le deuxième action ici, c'est la jauge, réguler la jauge. En fait, ça fait que j'utilise une action pour récupérer les cubes qui sont ici, et du coup avoir encore des cubes pour jouer. Et enfin, donc ça permet de changer le nombre d'actions qu'on fait dans son tour. Tout ça est modulaire. Et la dernière action ici, c'est régénérescence. En fait, c'est le petit bouton ici.
Et ce bouton-là fait récupérer tous les cubes d'énergie qu'on a utilisés qui retournent dans notre main. Pas ceux de la jauge, mais les autres. Mais le problème, c'est que si on fait cette action-là, cette action met fin à notre round. Donc, par exemple, si j'avais 5 actions possibles, mais que j'effectue cette action en tout début, alors mon round est terminé. Donc, un round, ça va être. Et donc on essaie de faire cette action de reboot le plus tard possible dans la partie. Et si on a vraiment beaucoup de cubes d'énergie, on va pouvoir placer plein de cubes et avoir le moment de cycle de reboot en fait le plus loin possible. Parce que tous les artefacts à un moment ou à un autre doivent rebooter pour récupérer leur énergie. Plus on va avoir de cubes, plus on va pouvoir rebooter plus tard. Et ben, tout ça, c'est en fonction de ce que chacun veut, s'il veut un grand cycle, mais du coup il aura moins de blindage, etc. Alors, faire une machine, hein, la plupart du temps, pour avoir fait vraiment beaucoup de parties, alors moi j'ai essayé vraiment plein de structures différentes. En général, la première chose que les gens font, c'est mettre un canon avant, un blindage à l'avant, tourner à droite, tourner à gauche et avancer. Et il se trouve que il y a plein d'autres techniques qui sont très astucieuses et intéressantes. Par exemple, imaginez que le fait que j'ai mis un canon à l'arrière, là, on pourrait dire que ça sert à rien, mais par exemple, si vous voyez, donc j'ai mon artefact bleu et un artefact adverse qui est plutôt artefact vert, puisqu'on a les dés verts, et l'artefact bleu qui est devant, et ben je pourrais très bien, grâce à une action, hop, avancer et passer par-dessus l'adversaire, et puis après directement tirer avec mon canon arrière. Ça m'éviterait de devoir faire un demi-tour, donc une action supplémentaire, pour après encore tirer sur l'adversaire. Donc je gagne un nombre d'actions dans mon tour, et c'est de l'optimisation. En plus de s'affronter, donc je n'ai pas expliqué, mais donc quand on fait l'affrontement avec les machines, en fait, ici vous avez le tableau des points de prestige, donc en fait on va gagner des points en fonction du nombre de dégâts qu'on fait à l'adversaire, et aussi en allant récupérer des jetons bonus. Alors ceci est valable pour le mode principal, hein, le mode donc on marque, ou bien en allant chercher des bonus, ou en les tirant ou en terminant dessus, ou bien en infligeant des dégâts à l'adversaire. Pour vous montrer, en fait, comme je disais, la somme des points attaque et défense, en fait, ce n'est pas très compliqué. Ici, on a une petite réglette qui est plus, en fait, pour vous... une sorte de pense-bête, mais en fait, faire le calcul de l'attaque ou la défense, c'est plutôt rapide. Hein, parce que, en fait, on va avoir un dé d'aléa qui va être lancé. Hein. Puis après, on va avoir plus qu'à 3 faces des dés, donc jusqu'à 18 points. Donc, imaginons... si je mettais comme ça ici et ici, donc là j'aurais un dé d'aléa, plus le 6 ici, plus le 3 qui est ici, plus 9. Si j'ai le canon, si j'ai un canon sophistiqué comme ici, alors je rajoute le point du dessous. Les nucléides, ça c'est un autre module que je montrerai plus tard. Pardon, j'étais pas bien dans la caméra. Ici il y a les dégâts élémentaires, donc comme j'expliquais, suivant par rapport à cette... cercle élémentaire, souvent on a des dégâts par rapport à l'attaque, par rapport au cœur de l'adversaire. Et après, ce sont les pouvoirs, ça j'expliquerai aussi plus tard. Et de la même manière, donc on fait la défense. Un petit dé d'aléa. Le chiffre de la magnétosphère, ici ce serait 2. Des nucléides, s'il y en a, mais il n'y en a pas ici. Si on a une résistance élémentaire, alors on annule l'attaque, les points élémentaires de l'adversaire. Et après, suivant les blindages, on a telle ou telle combinaison d'effets et de points de défense. Donc en fait, on prend pour montrer, on utilise les petits cubes comme ça pour faire son petit calcul. Au début, on en a besoin, mais la plupart des gens avec qui j'ai joué à la troisième partie, ils n'ont plus vraiment besoin de la réglette. Mais c'est toujours bien d'avoir un petit rappel. Et j'essaie de faire attention qu'on puisse vraiment partout avoir des repères pour tout, pour se rappeler. Par exemple, ici, la roue élémentaire, et en fait, elle est dans le paravent. Je vais vous montrer le paravent, parce que je vais expliquer maintenant la deuxième partie. Voilà, donc ça c'est pour faire un petit affrontement. Et cette partie-là, en fait, monter sa machine avec des points et s'affronter, alors ça dure, je dirais, 1 heure et demie, tout dépend de l'analysis paralysis, comme on dit. Hein.
Tant qu'on met pour... mais donc c'est un jeu assez rapide, et encore plus si, quand on a fait 2-3, alors on sait très bien qu'est-ce qu'on veut mettre, et compter 70 points avec ça va aussi assez vite. Maintenant, si on veut faire un jeu plus conséquent, alors on fait ce qu'on appelle un tournoi. Alors je vais décaler un peu toutes les plateaux pour vous montrer ceci. Alors ici, vous avez le calendrier. Alors au dos, vous aurez un calendrier simple hein, pour le premier tour. Ici c'est un calendrier plus complexe. Le calendrier simple, je ne l'ai pas dans le prototype. Et donc, on va créer un tournoi et maintenant, au lieu de construire sa machine avec un nombre de points, on va construire sa machine à partir avec un jeu de worker placement, de pose d'ouvrier. Donc, en fait, ou bien on aurait un calendrier tout simple déjà fait, ou bien on ferait un calendrier qu'on construirait au fur et à mesure. Par exemple, ici, là, donc, s'il n'y a pas de phase spéciale, alors ce sont des phases de préparation, je vais expliquer après. Mais par exemple, ici, ce serait la phase d'édification, donc c'est là où on va construire les murs. J'ai pas expliqué le petit système pour installer les murs dans l'arène, donc c'est un petit système. Je vais mettre ça juste de côté une petite minute pour revenir pour vous expliquer ceci. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez donc suffisamment. Ok, donc en fait, comment on installe des murs dans l'arène? Donc en fait, on lance un dé au hasard, et en fait, suivant le chiffre qui tombe, en fait, ça donne la forme du groupement de murs qui va s'installer. Ensuite, on lance 2 fois, 6 ici. Abscisse est ordonnée, donc vous voyez, il y a un repère orthonormé sur la grille, et 3, donc 6. Et j'ai dit quoi? 6, 3, donc ici. Et donc je dois faire une forme qui ressemble au 5, qui est sur mon dé. De cette manière. Et donc on fait ça 4 fois, et ça donne l'arène. Alors je suis assez content de ce système, parce qu'en fait il permet ou bien d'avoir des fois comme une sorte de forteresse de pierre tout au même endroit, ou bien avoir des petits groupements de murs épars. C'est des fois les groupements de murs s'écrasent les uns les autres, donc ça fait d'autres styles de formes. Enfin, ça c'est voilà comment est construit l'arène. Et donc en fonction de l'arène, on fait tel ou tel artefact aussi, parce que si vous avez beaucoup de murs dans l'arène, alors c'est bien d'avoir beaucoup de déplacements, par exemple pour voler par-dessus les murs. Et inversement, s'il y a des grands champs libres, alors c'est bien d'avoir des canons avec des grandes portées pour attaquer. Donc on fait ça, et puis après on va mettre un tournoi. Donc par exemple ici ce serait une phase de préparation. On construit l'arène, phase de préparation, et puis un tournoi. Le tournoi, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est la phase où les machines s'affrontent. Alors il y a divers modes, hein. C'est pas forcément se taper dessus, il y a d'autres modes, je vous montrerai ça tout à l'heure après. Mais on peut très bien faire une phase d'affrontement, ou alors on pourra en faire 2 ou 3, enfin rien n'empêche de faire un plus grand. Évidemment, plus vous allez faire un calendrier long, et plus votre partie va être longue, mais je dirais, si vous faites 4 phases, si on commençait ici, 4 phases de préparation avec un seul affrontement, alors vous serez occupé pour une soirée, comme n'importe quel jeu traditionnel qu'on peut avoir tous dans notre ludothèque. Si maintenant vous commencez à vouloir beaucoup plus d'affrontements divers, etc., alors vous grossissez la longueur de la partie. Sachant que donc les points sont cumulés de phase d'affrontement en phase d'affrontement, et on voit bien qui a remporté la phase d'affrontement au final. Donc ça c'est comment on construit le calendrier. Maintenant je vais vous expliquer comment marchent justement les fameuses phases de préparation, qui est la partie worker placement. Pour cela en fait, donc c'est là où vient ce qu'on appelle dans le jeu les modules. Donc les 3 modules principaux, je vais enlever mon calendrier.
donc, ils sont, que je vais mettre ici. Voilà, donc ça c'est le minimum pour jouer. Vous allez voir, c'est pas hyper compliqué. Et je dois mettre maintenant l'atelier. Donc l'atelier, c'est ce qui doit venir normalement au-dessus du tableau de bord. Je vais mettre un petit peu de choses. Hop, préparer. Et alors, comment ça marche? Donc en fait, quand on joue, imaginons je suis le joueur bleu, alors je vais venir jouer ce module-là. Donc pour faire un module, il faut consommer du courant alchimique. Donc ici vous avez des gemmes de courant alchimique, donc j'en utilise une et ça me permet de faire cette action-là. Maintenant, si le joueur jaune maintenant voulait venir jouer cette même action, alors lui, il aurait à payer sur sa bobine de courant alchimique une pour faire l'action et une parce qu'il y a quelqu'un en dessous de lui. Donc ça veut dire le premier qui vient faire l'action ce sera moins cher que pour les autres. Mais aussi, on peut déplacer les pions. Donc il y a un système un peu de poids dans le worker placement. C'est-à-dire que maintenant, si moi, le bleu, je veux me déplacer pour aller faire l'action cinématique ici, alors, enfin, j'ai plusieurs jetons d'action, hein, mais si on était comme ceci, alors je dois payer un de plus et je transporte jaune. Vous voyez? Et le truc qu'il faut bien savoir, c'est qu'en fait, on ne peut pas jouer sur soi-même. Donc, ça veut dire que quand je fais cette action-là et que je paye un peu plus cher, j'empêche aussi jaune de venir jouer l'action cinématique. Donc, il va être obligé de partir pour revenir, enfin partir, puis après revenir avec un autre jeton, ou puis revenir avec le même, enfin, à sa guise. Donc, j'espère que vous voyez bien qu'en fait, dans l'aspect worker placement, d'une part, c'est bien de faire les modules pour activer, faire différentes choses pour préparer la machine, mais il y a déjà un jeu à savoir quand je fais telle action, je joue pour moi, mais aussi j'essaie de coincer l'adversaire, peut-être qu'il n'aura plus assez d'énergie pour aller faire telle ou telle action. C'est ça qui se passe. Et donc les trois modules principaux, donc pour expliquer tous les modules du jeu, donc il y a 7 modules dans la boîte de base et 7 autres modules dans la boîte Magnum Opus, l'extension. Marche avec la capacité. Ici, vous avez le plateau de capacité. Alors, donc, pareil, le design a été retravaillé depuis ce prototype. Et en fait, au début d'un tour de préparation, 3 dés vont être lancés, un dé va être écarté, et un autre joueur va mettre l'un sur alpha et l'autre sur bêta. Et tous les modules du jeu, les 14 modules, vont lire alpha et bêta, mais à chaque fois avec des systèmes, des manières différentes. Ici, on a alpha 2 et bêta 6. Pour exemple, donc ici, le premier module, ici, c'est le constructeur. Le constructeur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend alpha et bêta comme coordonnées. Donc alpha, ici, c'est le petit tableau bleu, alpha 2 et bêta 6. Donc ici, et ici. Donc, évidemment, chacun. Donc ici, ce sont les schémas de construction, c'est ce qui va permettre de construire les pièces. Et donc, si je viens faire cette action, alors je vais récolter la pièce ou les pièces qui sont environnantes, qui sont construites. Donc ici, par exemple, malheureusement pour moi, je gagnerai juste une géode de feu. Parce que le schéma de construction de feu. Voilà. Le schéma de construction de feu est activé. Une chose que j'ai oublié de dire, on est dépendant de alpha et bêta, mais on peut toujours payer de l'énergie, on le voit marqué ici, de payer de l'énergie pour déplacer, enfin modifier virtuellement. Virtuellement, c'est-à-dire juste pour soi, pour son tour, alpha et bêta. Par exemple, on peut payer une gemme de courant alchimique supplémentaire pour faire plus 1 ou plus 2, par exemple. Là, j'aurais tout intérêt à faire plus 1, par exemple, pour faire comme si on activait ici et avoir le canon qui était aussi, et avoir un autre schéma qui serait activé. On peut aussi faire comme si alpha et bêta étaient inversés. Donc, au lieu de faire 6, 2, j'aurais fait 2, 6. Et dans ce cas-là, ce seraient d'autres endroits de ma grille qui seraient activés. Et je peux cumuler, hein, évidemment. Enfin, je peux payer autant que je veux, mais évidemment, plus je paye pour corriger les dés, et moins j'ai d'énergie pour obtenir des pièces en général. Et donc là, en fait, après, il y a encore d'autres possibilités, comme surexploiter les modules, etc. Et
si on récupère les pièces et on les met derrière son paravent. Donc le paravent, je vous l'ai montré tout à l'heure, je pense. Voici le paravent Artefacts avec derrière les aides de jeu. Que je tiens très. Et ça, c'est pour récupérer des pièces, donc, tout simplement. Et si maintenant je veux installer les pièces, alors par exemple, l'installation architectonique, ici, on prend le chiffre alpha. Donc à chaque fois, c'est marqué sur les plateaux, hein, pour qu'on n'ait pas à réfléchir longtemps. Donc architectonique, c'est alpha, la cinématique, c'est bêta. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux installer jusqu'à, donc là par exemple, on prend alpha, c'est-à-dire que je peux installer jusqu'à 2 pièces pour alpha. Alors que maintenant, si je fais le cinématique, eh ben, je pourrais installer jusqu'à 6 pièces. Donc vous voyez, suivant la capacité, les chiffres alpha et bêta, alors ça veut dire que certains modules sont plus intéressants et moins intéressants, mais en même temps, c'est bien de pouvoir installer 6 pièces, mais si j'ai pas 6 pièces derrière mon paravent pour les installer, alors c'est inefficace, donc il faut bien paramétrer ça. Et donc ça, c'est le segment 4, avec on construit sa, sa machine comme ça avec des phases de préparation, et donc quand on a plus d'énergie, alors c'est la fin du tour, et on passe à la phase du calendrier suivante. Et après, tout le reste, donc les autres segments que vous pourriez avoir sont tout à fait optionnels, et ça dépend de si vous avez envie ou pas de les utiliser. Je vais vous donner un petit exemple. Donc, par exemple, ici, c'est le fortifieur. Donc, pour jouer avec le fortifieur en plus. Et donc, maintenant, on pourrait jouer pour la quantité d'énergie de points de vie de chacun. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on commençait avec 50 points de vie, mais si maintenant je joue avec ce module-là, alors on pourrait très bien avoir un artefact avec 30 points de vie et un autre avec 80 points de vie. Comment ça se passe? Parce qu'on doit jouer ce module-là pour créer l'énergie. Pour écrire les points de vie. Comment ça marche? Ici, le fortifieur, je vais peut-être avancer un petit peu. Vous voyez bien. Voilà. Ici, donc le fortifieur, c'est ce module qu'on voit ici. Et ça marche avec alpha moins bêta. Donc là, on avait alpha 2, bêta 4, donc ça veut dire moins 4. Et ça veut dire quoi? Donc je prends un de mes dés d'énergie que j'ai depuis ma réserve, on en a au début de la partie, et on le décase donc, vers le négatif avec le petit moins et le petit moins ici sur le plateau. 1, 2, 3, 4. Et on va vers 4 en arrière. Imaginons à un autre tour, j'arrive à plus 5. Et ben je commence par déplacer, donc ça va dire plus 5. Par exemple, on aurait alpha 6 et bêta 1, donc ça ferait 6 moins 1, 5. Donc le premier dé se redéplacerait, du 5. Et après, le deuxième dé, on peut faire encore rentrer un autre dé, et il se déplacerait. Et en plus, il va pousser l'autre dé. Et il va arriver ici. Donc par exemple, ça ce serait un super coup. Et après, je peux verrouiller mes 2 dés. Mes 2 dés d'énergie. Et donc ça veut dire que là, j'aurai 25 plus 30, 55 points de vie pour la partie. Mais si j'étais allé trop loin et que mon dé était sorti, alors le dé retourne dans ma réserve, mais désénergisé, et je n'ai pas réussi à produire des points de vie. Donc voilà, des fois c'est plus intéressant de faire alpha plus bêta, alpha moins bêta, suivant les modules. Un autre module encore, qu'on peut voir ici avec le prototype, c'est l'améliorateur. Voilà, et donc l'améliorateur, on va prendre une géode d'énergie, enfin une géode élémentaire, on va la mettre dedans et on va faire l'addition de alpha et bêta. Vous voyez, l'addition d'alpha et bêta, ici ça fait 6 plus 2, 8. Je pourrais laisser ce plateau là pour que vous voyez bien. Et donc, on déplace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je peux le laisser dedans pour améliorer ma géode le plus possible. Et quand je veux, c'est une sorte de stop ou encore, on peut continuer. Mais si je ne le prends pas maintenant, imaginons plus tard, j'arrive pas à récupérer ma géode, alors ça aurait été des coups pour rien. Mais si j'arrive à la récupérer, alors, imaginons j'arrive à la récupérer ici. Donc là, j'ai dépassé plus 4. Il y a 4 petits points. Et donc, ma géode serait avec 4 points d'énergie. Et donc, ça ferait des modifs comme on a jeu de rôle. Hein. À l'attaque, si je mets cette géode là à tel ou tel endroit pour l'attaque dans
dans mon architecte unique, alors ça va me rajouter des points pour l'attaque, et si je la mets à mon cœur, ça va me faire des points pour la défense. Voilà, et après il y a encore d'autres modules que je peux vous montrer, et je vais aussi vous montrer ça par Tabletop Simulator, parce que comme vous savez, le jeu est sur Tabletop Simulator, donc je sais qu'on a mis accès jusqu'au le segment 3 pour pouvoir jouer. Ici j'ai le Tabletop Simulator complet. Je ne veux pas changer d'être, on peut montrer ça. Voilà. Et donc voici, voici Artefact avec tout le matériel, avec tout pour les deux boîtes tout ensemble. Et donc comme vous avez vu, on peut jouer avec très peu de matériel, c'est aussi pour une petite partie, et après on peut grossir suivant le nombre de modules qu'on utilise. Sachant que les modules qu'on utilise ne vont pas rajouter de la longueur, parce qu'on aura toujours le même nombre d'énergie, parce que c'est les gènes de courant chimique qui vont faire la longueur, mais plutôt on va en rajouter de la complexité, ou en tout cas le nombre de choses à paramétrer dans sa machine. Et chacun s'arrête à ce qu'il a envie comme complexité, ou ce qu'il aime paramétrer. Par exemple, si moi ça ne m'intéresse pas de paramétrer les points de vie, et je trouve que c'est mieux que tout le monde ait 50 points de vie, alors je ne joue pas avec le module du fortifiant, je vais parler tout à l'heure. Donc ici vous avez les modules, le fortifieur, dont j'ai déjà parlé, l'améliorateur également. Il y a encore deux autres modules qui sont le fusionneur et l'installation balistique, qui sont dans la boîte de base du jeu, c'est-à-dire par où on pousse le core box. Donc vous voyez que déjà la core box, il y a déjà beaucoup de possibilités. Donc si vous avez peur d'être submergé par trop de matériel et trop de choses, ben, prenez juste la core box et je vous promets vous aurez déjà beaucoup à faire. Moi ça fait 7 ans que je travaille sur le projet et je suis allé le plus loin que je pouvais, et pour être le plus complet par rapport au sujet, ben, vous allez le voir ensuite. Et donc par exemple ici le fusionneur, pour expliquer brièvement les autres modules, donc le fusionneur ici, en fait comment ça marche, on prend les dés par rapport à la parité. Donc je ne sais pas si vous savez, mais un dé quand il est impair il a un point au centre, et quand il est pair il n'a pas de point au centre. Donc ça nous fait 4 possibilités. Impair, pair, non je suis là. Impair, pair, pair, impair, 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 pair, pair. Et donc pour les... donc on va mettre des géodes qui vont se déplacer dans le sens de ce qui est indiqué par la capacité, et qui vont se déplacer en plus de alpha plus bêta. Donc par exemple ici ce serait impair pair, donc ça veut dire qu'on se déplacerait vers le haut. Hop, et là ce serait très 7, donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça mènerait ici, et celui-là mènerait ici aussi. Et donc après ce côté-là serait utilisé, et puis plus tard on va encore mettre d'autres géodes, et évidemment au bout d'un moment les géodes elles vont finir par se rencontrer. Et quand elles se rencontrent, elles font une fusion. Donc par exemple, ici une masse de terre plus une lance de feu, ça donne une bombe incendiaire. Ça veut dire que maintenant mon attaque, au lieu d'être une attaque simple, normale, c'est que je vais installer des bombes sur le terrain, qui explosent autour d'après, qui font énormément de dégâts sur plein de places. Donc ça veut dire, le fusionneur, ça veut dire rajouter des effets aux attaques. Alors les effets aux attaques, vous en avez de toutes sortes. Il y a du vampirisme, le blizzard fulgurant, ça permet de déplacer l'adversaire, l'aspirer ou le repousser. Vous avez les bombes, comme j'ai montré tout à l'heure, vous avez des choses qui permettent de dérégler les dés d'énergie de l'adversaire, vous avez des dégâts persistants, ici, par exemple, avec le faisceau grégeois, c'est-à-dire que vous mettez des dégâts, et le prochain tour, vous mettez encore un peu des points de dégâts à l'adversaire. Voilà, donc ça rajoute encore au paramétrage de votre artefact et les possibilités de designer la machine de vos rêves pour l'affrontement. Donc ça c'est l'installation, le fusionneur. Ici l'installation balistique qui est ici. Alors sur le prototype, en fait vous aurez un petit calque transparent. En fait on vient dessiner. Alors cette fois-ci on prend alpha fois bêta,
et on vient dessiner en fonction. Donc là, par exemple, si on avait alpha qui faisait 3 et 4, on sait que 3, 4, 12. Alors, et on trace des chemins pour définir combien de points on fait. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 reste là. Voilà, je suis un peu allé trop loin. Je devrais gommer ceci et par exemple mettre autre chose à... Et donc ça veut dire qu'on peut faire, au lieu de tirer tout droit, eh ben, on peut tirer, faire des râteliers d'attaque avec plein de par exemple, une attaque biscornue, comme ça permet d'être attaqué devant, puis attaquer sur le côté gauche de l'adversaire, puis attaquer sur le côté droit, enfin différentes choses. Et puis on peut même faire que d'autres canons atteignent la même cible, un même point pour attaquer. Bon, là, évidemment, avec Tabletop Simulator, c'est difficile de dessiner, mais donc ça permet de designer, de faire des lignes balistiques d'attaque beaucoup plus complexes. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans la core box, comme j'expliquais. Et maintenant vient ce qu'on trouve dans l'extension. Hein. Et j'espère que vous aurez compris qu'en fait, quand je dis extension, en fait, que ce soit la première boîte ou la deuxième boîte, c'est déjà tout un éditeur traditionnel, il aurait déjà fait plein de petites extensions avec tout ça. Et moi, je voulais pas diviser en faisant plein d'add-ons, mais au contraire faire un jeu complet, voilà. Une entièreté sur l'idée. Et donc la deuxième boîte, en fait, donc ce sont des personnages. Et les personnages, si les 7 premiers modules affectaient la machine directement, là les personnages, eux, ils affectent sur le tournant, mais comment dire, sur la circonférence. Par exemple, ça peut permettre, on va pouvoir... on va agir, mais pas directement sur la machine, mais par exemple sur l'arène, pour rendre l'arène à son avantage, en rajoutant des tourelles ou des balises pour s'aider, ou bien on va saboter les machines de l'adversaire avec l'ombre, ou bien mettre la météorologie, ou bien mettre des événements dans l'arène, par exemple un ouragan qui se passe dans l'arène, etc., qui vont perturber. Donc pour faire un bref descriptif des modules de cette seconde partie, donc le marchand, c'est le premier module, et en fait, parce que tous les modules secondaires ici des personnages utilisent la nouvelle ressource qui est l'argent. Donc la première chose, c'est le marchand qui permet de vendre et d'acheter des éléments. Alors ça marche ici avec la grille du marché. Donc comment ça se passe? Je vais récupérer un petit peu des éléments. Tac. Encore un peu prendre des zooms. Donc par exemple, en fait, ici on utilise alpha supérieur ou inférieur à bêta. Donc dans la configuration actuelle, si je faisais ici, là, alpha est inférieur à bêta. Donc si je voulais vendre cette masse de terre là, alors je gagnerais une pièce, ce qui est très, très, très peu. Et inversement, si je voulais acheter une masse de terre qui serait ici, alors je l'achèterais pour 0, ça serait gratuit. J'ai le droit de faire 4 transactions chez le marché. Quand on achète ou on vend, on ne peut pas mettre dans la même rangée ou dans la même colonne la même pièce. Donc c'est un peu comme le sudoku, hein, on doit faire attention à ce qu'on vend. Et alors le truc, c'est que à chaque tour, donc la réglette va se déplacer autour et donc les prix vont changer. Si on est au centre de la grille, alors les prix vont toujours rester stables, donc ce sera 2, 3 ou 4, hein, parce que vous voyez que ce sera 3, mais suivant si c'est alpha supérieur ou alpha inférieur. Par contre, en périphérie, comme ici, ben, on passe de plus 5, voire plus 6, à 1, voire 0. Donc quelqu'un pourra profiter de beaucoup d'argent en vendant une pièce ici, mais un autre pourra l'acheter pour très peu plus tard. Donc plus on est en périphérie, plus c'est fluctuant, et sinon ça n'allait pas. Et c'est comme ça qu'on génère de l'argent. Et l'argent permet de payer tous les autres modules qui sont dans le jeu. Premier module dont on peut parler, l'ingénieur qui est ici. Là. Alors l'ingénieur, d'ailleurs si vous avez vu le concours sur Facebook, on a inventé une technologie avec les gens qui étaient inscrits en faisant un vote.
qui est l'artefact tunnelier, et je trouve super, c'est une super idée, et je suis très content d'avoir des idées auxquelles je n'ai pas pensé. Donc si vous avez une vingtaine de technologies, et par exemple, quand on fait ça, il faut payer 10 pièces, donc il faut venir faire l'action, comme j'expliquais tout à l'heure, utiliser un courant chimique, et après on paye 10 pièces pour avoir la technologie, donc tout le monde peut acheter les technologies. Donc c'est une sorte de rivière, c'est-à-dire qu'en fait les technologies elles vont être pour un tour, et puis il y en a d'autres qui vont venir, et celles qui ont été achetées vont rester. Et donc par exemple ici la pince de préhension, ça permet à l'artefact qui possède cette technologie, je vais rajouter un petit peu de choses dans la reine ici, ça permet de, si je suis à côté, de pouvoir déplacer un obstacle. Si j'avais une pince qui venait et qui déplaçait ça doit toujours rester à la même distance. Donc si j'étais comme ça, alors ça doit rester à 2 distances de moi, mais on peut toujours le déplacer. Et je me rappelle donc d'une partie où j'avais joué avec quelqu'un qui avait très peu de déplacement. Et moi j'avais la pince de préhension, et je me rappelle m'être servi de ça pour essayer de le gêner en lui mettant des obstacles dans les directions qui lui étaient possibles. Et bon, ça n'a pas fait toute la partie, mais c'était très gênant, c'était une sorte de prison de mur comme ça. Alors les technologies, donc il y en a aussi bien pour les artefacts, mais aussi bien pour les phases de préparation. Qu'est-ce que je peux montrer comme technologie? Par exemple, vous avez les drones. Donc par exemple, ici, ça veut dire que maintenant l'artefact est accompagné avec des drones qui sont... Oups, c'est mis comme ça. Qui sont très peu résistants, mais qui me permettent de tirer sans être vu. Par exemple, imaginons je suis comme ça. Il y a un mur ici, et on est, par exemple comme ceci. Ça permet d'attaquer un adversaire. Bon, ça ne fera pas des dégâts terribles, mais c'est toujours ça, sans être en ligne de vue de son adversaire, par exemple. Une autre technologie, par exemple, c'est l'hologramme. Donc, quand on joue, en fait, on déplace non plus sa machine, mais sa machine plus son hologramme. Et puis l'hologramme peut faire que tout ou partie des déplacements. Donc, par exemple, je fais ça, je fais cela, et puis après je vais faire tourner, mais l'autre je le fais. Mais je ne fais pas tourner l'autre, et puis après lui va avancer, et lui va avancer, lui va aller par là, etc. Et au final, si l'adversaire tire sur une des machines, l'une est un hologramme et l'autre n'est pas un hologramme. Donc en fait, ça permet de faire des leurres et éviter de se faire tirer dessus trop facilement. Voilà, il y a une vingtaine de technologies, donc vous avez de quoi, pareil, encore paramétrer la machine sur d'autres manières. Maintenant, le terraformer ici. Donc, le terraformer, en fait, c'est pour mettre des tourelles et des balises dans l'arène. Alors, les tourelles et les balises dans l'arène. Donc, vous regardez le prix, en fait, là, le prix, c'est en fonction de alpha. Donc, si alpha c'est 3, c'est-à-dire que pour aller sur ce service du terraformer, il va falloir payer 3 pièces. Donc, c'est fluctuant en fonction de alpha et bêta. Il y a toujours un rapport avec alpha et bêta, comme j'ai expliqué. Et donc, par exemple, là, je fais une balise et donc là j'ai fait une tourelle de foudre, donc je peux la mettre orthogonalement ou diagonalement. Et quand l'adversaire passe, alors je peux essayer d'intercepter et tirer dessus. Même quand c'est pas mon tour. Ça c'est la différence avec les autres choses. Les autres choses c'était toujours dans son tour, là on peut interagir en dehors de son tour. Et la balise ici, par exemple, on a une balise aérodynamique d'air et qui fait que quand on passe à côté, alors on gagne des points de mouvement. Donc ça permet d'être plus, de se mouvoir plus facilement. Voilà, suivant la couleur élémentaire, alors ça fait différentes choses. Le bleu, l'eau ça va faire de la défense, le feu ça va faire de l'attaque, l'électricité ça va donner de l'action supplémentaire. Voilà pour le terraformer. La météorologie, donc là on prend la couleur du dé qui est écartée et on va mettre des bornes, donc là ce serait rouge, donc je vais prendre cette borne-là. Je vais zoomer après. Donc ici par exemple j'ai ce tour-ci, donc là on se retrouve avec une borne climatique comme ceci. Et en fait suivant
donc les rounds, donc les bornes climatiques ne sont pas sur les rounds, mais entre les rounds. Et suivant entre quelle borne on est, alors il y a un climat dans l'arène. Donc, par exemple, ici, entre rouge et jaune, c'est le climat aride, et ça veut dire que les artefacts maintenant sont. Donc les artefacts dont le cœur est de feu ont des avantages, donc évidemment, et donc suivant les rounds, et suivant. Il y a des artefacts qui vont être avantagés et d'autres désavantagés par rapport à la météo, sachant que donc on vient faire l'action de la météorologie pour justement se battre là-dessus pour avoir la meilleure micro-météorologie, microclimat pour l'arène. Le géomancien, c'est pour faire des événements dans les phases d'affrontement. Donc par exemple, je vais prendre des cartes, hop. Donc quand on commence la partie avec plusieurs cartes géomantiques, et les cartes géomantiques commencent éteintes. Et quand on vient faire l'action, hop, on prend alpha ou bêta pour essayer de compléter la carte. Donc il faut exactement remplir le dessin. Donc par exemple, je pourrais faire 3 pour compléter un 3 comme ça, 3 d'un point d'un côté, ou bien comme ça, hop, 1, 2, 3. Ou bien j'aurais pu prendre le 4 de bêta. En tout cas, tout ça toujours dans l'idée de compléter la carte, sachant qu'on doit vraiment compléter avec la forme complète, on ne peut pas tronquer la forme du dé. Et une fois que la carte est activée, par exemple ceci, alors il y aura des événements dans l'arène qui feront que qui sont des événements globaux qui affectent aussi celui qui le déclenche. Mais évidemment, on essaie de le déclencher quand ça nous arrange et pas quand ça arrange l'adversaire. Et par exemple ici, inversion des polarités, ça veut dire que quand je vais à gauche, en fait je vais à droite, et quand je vais en haut, en fait je vais en bas. Ça bouleverse les capacités de déplacement. Mais dans les événements, on a aussi des points de gel qui s'installent, ou bien du magma qui peuvent venir dans l'arène. Enfin voilà, donc ce sont des événements globaux. Il peut y avoir un ouragan qui pousse tous les artefacts, et quand ils s'entrechoquent, alors ils ont des dégâts. Et donc le géomancien, ce sont pour des événements dans l'arène, et l'astrologue, ce sont des événements pour les phases de préparation. Alors comme je montrais tout à l'heure le calendrier, ici, au lieu que ce soit... donc vous avez les conjonctions qui sont ici, donc il y a 15 conjonctions. Et donc pareil, ce sont des événements, donc il faut essayer de compléter la conjonction, et si on arrive à les faire, alors ça fait des événements pour les phases de préparation. Par exemple, je sais pas, redistribution des richesses. Ça veut dire que tout le monde se transmet dans l'ordre sens horaire de l'argent. Enfin, non, pardon, pas de l'argent, des pièces, c'est-à-dire des canons, des blindages, des géodes. Et celui qui a déclenché ça paye moins que les autres. Et donc, ça bouleverse un peu les choses. Si moi, par exemple, j'ai plus rien derrière mon paravent, et que j'ai plus rien dans ma réserve, et que je sais que mon voisin de droite, il avait des choses, alors je peux déclencher cette conjonction pour récupérer les choses, et moi je peux rien avoir à transmettre puisque j'aurai rien à donner. C'est enfin, le dernier module, c'est le module de l'ombre. Alors ça, c'est le module pour les gens qui aiment les coups bas, qui aiment par exemple saboter l'adversaire. Donc on a des pions de sabotage pour, par exemple, le fusionneur du jaune ne marchera plus pour le prochain tour. Donc il y a des petits systèmes. Ou bien pour aller voler des pièces derrière le paravent de l'adversaire. Ou bien, par exemple, faire un pari sur qui va gagner ou qui va remporter la prochaine phase d'affrontement. Ou bien pour faire une loi pour corrompre l'adversaire. Donc, par exemple, pour corrompre l'arène, pas l'adversaire. Par exemple, j'établis une loi qui va être après face cachée qui dit que là, les artefacts qui n'ont pas de blindage léger, de blindage renforcé, auront moins 2 à leur magnétosphère. Et donc si on est plusieurs à avoir fait cette action, alors on est plusieurs à construire cette loi, et après elle est protégée par l'argent, et celui qui met le plus d'argent pourra aller la modifier. Évidemment, moi je vais faire en sorte d'avoir des blindages renforcés pour ne pas avoir des problèmes avec cette loi. Et voilà, là j'ai expliqué les 7 modules secondaires. Donc comme vous voyez, ce sont des actions périphériques qui ne viennent pas attaquer directement la machine, mais qui viennent vous donner des faveurs pour le...
Une dernière chose que je peux expliquer, donc c'est les différents modes d'affrontement. Donc ça se trouve aussi dans la seconde boîte. Donc au lieu d'avoir comme on a vu tout à l'heure avec les bonus qu'on pouvait prendre, etc., on fait différents types d'affrontements. Par exemple ici, donc c'est avec des drapeaux, donc on installe des drapeaux dans l'arène et on ne se tire pas dessus, mais on doit juste atteindre différents endroits de l'arène, et plus on arrive à atteindre d'endroits de l'arène dans son tour, et plus on marque de points. Donc c'est une sorte de course en fait. Celui qui est le plus, pour l'artefact qui est le plus agile. Maintenant on pourrait bien mettre un autre affrontement plus tard, et cette fois-ci avec des cibles. Donc là c'est pour si on n'aime pas l'affrontement direct, et ben on pourrait très bien. C'est-à-dire que le but c'est de tirer des cibles et non pas de tirer sur l'adversaire. Ou bien même on peut avoir l'évaluation, donc, et là ça transforme le jeu en un jeu euro tout court. C'est-à-dire qu'au lieu de se combattre, en fait on va évoluer. Ouais, je vais prendre et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au début de la partie on va avoir un certain nombre de cartes. Bon, ça dépend des modules qui sont utilisés. Et il y en a une par module, mais je voudrais ouais, par exemple celle-là. Ouais, voilà. Donc par exemple, là, ça veut dire que celui qui aurait le moins de pièces dans sa réserve lors de cette évaluation-là, il gagnerait des points. Celui qui aurait installé le plus de géodes d'eau dans sa machine aurait des points. Celui qui aurait le plus de résistance aurait des points. Après, il y en a pour celui qui a le plus d'attaque, celui qui a le plus de fusionné. Et donc ça fait vraiment un jeu Eurogame où en fait il faut accomplir le plus de points. Et donc après donc ça va être à la lutte à celui. Ah oui, moi j'ai réussi à mettre 3 géodes d'eau, mais l'adversaire a mis 4 géodes de terre, donc à mon avis il va mettre les points ici, mais moi je vais mettre les points ici, comment on va remporter? Et on peut très bien enchaîner une évaluation toute simple avec un affrontement d'un ordre ou d'un autre. Hein. Tout est là, vous aurez très bien compris que le jeu est modulaire à souhait. Donc là je vous ai mis toutes les extensions, enfin tous les modules, mais je peux très bien jouer avec ça. Et puis je sais pas moi, je vais mettre le marchand parce que pour accéder au personnage. Et puis je vais mettre juste la météo, tiens. Et ça marche. Alors pour vous dire, mon compte Tabletop Simulator dit que j'en suis à presque 495 heures de Tabletop Simulator. Et je fais du Tabletop Simulator juste pour Artefact. Bon, il y a des moments pour le construire, mais aussi pour faire beaucoup de playtest. À chaque fois, j'ai un fichier Excel pour faire des playtests avec à chaque fois avec des modules tout à fait différents, des combinaisons complètement différentes, pour voir s'il n'y a pas de bug, pour voir si tout va bien. Et enfin voilà, sur 7 ans, je peux dire que beaucoup de choses ont été playtestées. Et j'affine toujours le mieux encore maintenant et jusqu'au comme une œuvre de musique, comme je dirais, comme si je devais écrire une pièce, affiner le travail. Voilà, j'espère avoir bien survolé toutes vos questions. Si vous avez des questions, alors j'essaye d'être disponible un peu le plus possible, et sur Facebook, et sur Crowd, et sur Kickstarter, que ce soit moi ou que ce soit d'autres personnes de l'équipe, on est là pour répondre, pour expliquer ce que c'est Artefact, ce que ça engage, ce pourquoi le jeu est hors norme, hein, comme il y en a qui le disent. Voilà, ce que je peux moi juste vous dire, c'est que pour moi c'est la passion avant tout. Hein. Mon but c'est que le Artefact voit le jour. Hein. Et enfin, de toute façon, développer pendant 7 ans un jeu, je pense que les éditeurs ne peuvent pas trop se permettre ça parce qu'ils doivent être rentables et faire des jeux qui coûtent pas trop au niveau production. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup de matériel.
Alors, bah, je sais, oui, on nous a reproché d'avoir dit qu'il y avait plus de 1000 composants dans le jeu. Bah, c'était surtout pour que vous sachiez on vous vend pas rien, que ce soit et au niveau du matériel. Moi, j'ai pas fait de compromis en me disant, enfin, j'essaie que ce soit le plus beau jeu possible, quoi. Et enfin voilà, j'espère qu'avec cette petite démonstration que je vous ai fait aujourd'hui, vous aurez une meilleure idée de ce qu'est le jeu, jusqu'où ça va, où est-ce que vous pouvez vous arrêter. Et comme j'ai dit, hein, je déconseille de jouer avec les 14 modules en même temps. L'idée, c'est de prendre ce qu'on aime, de varier une partie. Et un module, c'est souvent que 2 pages de règles. Hein. Enfin, par exemple, l'améliorateur, vous avez compris, c'est juste faire une addition et avec des plus et des moins. Et dans les 2 pages de règles, en général, il y a une partie de background et une mise en place dédiée. Et donc là, ça veut dire qu'il faut préparer pour l'améliorateur avec un petit cube en plus à rajouter. Donc, ça essaye d'être complet. Voilà. Enfin, c'est ça que je pourrais dire sur Artefact. D'explorer le sujet le plus loin possible. Et comme par exemple, comme je disais, la technologie qui a été inventée avec vous, des artefacts liés auxquels j'avais pas du tout pensé, moi je trouve ça génial. Je suis très content de ça. Et voilà, donc je reste à disposition si vous voulez discuter du jeu sur Facebook ou sur Code ou sur KS comme j'expliquais. Et j'ai une petite annonce à vous faire qui est qu'on a décidé avec l'équipe que l'Early Bird, on a pas mal de monde qui était triste que l'Early Bird soit déjà perdu, surtout que c'est un gros Early Bird, puisque en général, un Early Bird, c'est une petite figurine ou quoi. Ici, on parle de 80 pièces de métal. Donc, c'est un gros. Et donc, on a décidé de remettre un Early Bird, mais cette fois-ci pour la quantité et pas, sur un temps. Donc, si ça vous intéresse. Je rappelle que les pièces ne sont pas nécessaires pour l'extension. Donc, c'est pour ceux qui veulent juste la boîte de base. Les pieds, vous avez vu, c'est à partir du moment où on utilise les personnages. Voilà, si vous avez, je vous souhaite une très belle soirée et j'espère que vous aurez eu plaisir à voir un petit peu le artefact. Une bonne soirée à vous. Au revoir.